N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le 11 janvier 2025, les proches de Jean-Marie Le Pen se sont réunis à la Trinité-sur-Mer, sa ville natale, pour lui rendre un dernier hommage. L'homme politique, décédé à l'âge de 96 ans, était entouré d'une partie de sa famille, tandis que Marine Le Pen, en escale à l'étranger, manquait à l'appel. Ce samedi, les membres de sa famille ont partagé leur peine, avec la présence notable de Jordan Bardella. Marine Le Pen est arrivée visiblement émue, entourée de sa sœur Marie-Caroline. Bien que leur sœur Yann ne fasse pas partie du premier groupe d'arrivants, elle était également présente. Marine était accompagnée de ses enfants, Johan, né en 1998, et les jumeaux Louis et Mathilde, nés en 1999, issus de sa relation avec Franck Chauffroy. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a fait son entrée discrètement par une porte latérale, comme l'a rapporté BFM TV à 14h30. Cette présence était attendue, et Bardella a croisé la route de son ex-compagne, Nolwenn Olivier, nièce de Marine Le Pen. Leur relation est restée amicale, comme en témoigne un incident survenu en mai dernier, où Nolwenn a aidé Bardella à récupérer un costume oublié dans l'hémicycle du Parlement européen. Bien qu'il soit discret sur les détails de leur relation, le président du Rassemblement national a partagé ses sentiments face aux attaques ignobles qui ont émaillé leur union. Ses détracteurs, évoquant son ambition, ont insinué que leur couple était calculé. Bardella a fermement défendu sa position, ses critiques sont ignobles. Marine Le Pen m'a choisi comme tête de liste lorsque j'étais célibataire. Cet hommage à Jean-Marie Le Pen a ainsi été l'occasion pour ses proches de se rassembler dans un moment de recueillement, tout en faisant face à des réflexions sur les dynamiques familiales et politiques qui les entourent. S'appliquer à d'autres domaines que l'enseignement. Cependant, l'obligation de réserve et la neutralité posent ici des problèmes spécifiques en se heurtant frontalement à la liberté d'expression et la liberté pédagogique. Emmanuel Aubin et Fabrice Ray, y a-t-il une spécificité de la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur et pourquoi ? Merci Pascal pour cette question et pour l'organisation de cette manifestation. Alors, nombre d'exemples de manquements déontologiques évoqués par les précédents intervenants depuis le début de cette séance à propos de l'enseignement scolaire se retrouvent évidemment dans l'enseignement supérieur ou pourraient s'y retrouver. Le socle des obligations est comparable, comme leurs homologues de l'enseignement scolaire. La plupart des agents de l'enseignement supérieur sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont donc soumis au chapitre 4 de la loi du 13 juillet 83 qu'on a déjà mentionné. Alors, sans doute, leurs missions sont-elles en partie différentes. L'activité de recherche présente effectivement des risques déontologiques particuliers en termes d'intégrité scientifique, des problématiques de plagiat par exemple. De la même manière, les interventions dans le débat public sont plus fréquentes pour les enseignants-chercheurs que pour les enseignants du primaire ou du secondaire. Mais d'un point de vue juridique, et ça répond, je crois, enfin ça essaie de répondre à votre question, la principale particularité du statut des enseignants-chercheurs tient au fait qu'ils bénéficient d'un principe d'indépendance reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors on parle plus volontiers à l'étranger ou en droit international et européen de liberté de la recherche ou encore au singulier comme au pluriel, et c'est désormais d'ailleurs aussi dans le Code de l'éducation, de liberté académique. Le droit français, pour des raisons historiques que je ne développerai pas, a retenu une construction différente. Ce principe constitutionnel d'indépendance, il comprend deux facettes complémentaires, et la première facette intéresse directement la liberté d'expression. La première facette, c'est une dimension individuelle. L'indépendance, c'est la liberté d'enseignement, c'est la liberté de la recherche, c'est la liberté d'expression. Il y a une seconde facette qui a une place plus importante dans la jurisprudence et dans la pratique, qui est une dimension institutionnelle. Et c'est l'idée de la gestion de la carrière, du recrutement, jusqu'à la fin de la carrière, en passant notamment par les procédures disciplinaires, d'une gestion par les pairs. Et ce principe d'indépendance, il est régulièrement invoqué lorsque sont en cause de possibles manquements déontologiques. Alors certains ont un peu tendance à y voir un talisman, d'autres considèrent qu'il s'agit bien davantage d'un tigre de papier. Ce qui est certain, c'est qu'on a un jeu, entre guillemets, dans l'enseignement supérieur qui fait intervenir trois types d'acteurs. L'État, les corps universitaires, avec une gestion par les pairs au niveau national, et les établissements d'enseignement supérieur. Et autant
les relations entre État et universitaires sont relativement pacifiées depuis la Troisième République, autant la question de l'articulation entre les établissements et les universitaires sont beaucoup plus sensibles. On l'a vu au moment de la discussion de la LPR, loi de programmation de la recherche. Au fond, et j'en terminerai par là pour cette réponse, la difficulté se ramène à une anecdote qui est assez connue. Un ministre britannique qui, visitant une université, avait désigné les enseignants comme étant des employés de cette université. Un professeur avait immédiatement répondu « Nous sommes l'université ». Donc là est la tension, sans doute, du point de vue des libertés et des questions déontologiques. Je vous remercie. Merci Fabrice. Emmanuel Aubin, quelles sont les limites de la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur? Pourriez-vous nous donner quelques exemples tirés de la jurisprudence? Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'organisation de ce webinaire. Ça a été dit à l'instant par mon collègue Fabrice Melleret. On a